Bonjour, comme l'a dit Patrick Bouilleux, je suis endocrinologue libérale, je travaille avec le docteur Belleville et depuis maintenant plusieurs années, nous avons développé la prise en charge du grand obèse. Et je vais vous parler là tout de suite des indications, contre-indications et limites de la chirurgie bariatrique. Alors déjà, au niveau des indications, les choses sont bien codifiées. Les patients vont pouvoir être opérés s'ils sont soit en IMC supérieur à 40 ou alors IMC supérieur à 35 avec comorbidité. Donc c'est l'ensemble de ces deux entités qui vont permettre de définir ce qu'on appelle l'obésité morbide. Alors parmi les comorbidités de l'obésité, vous connaissez bien le diabète, l'hypertension artérielle traitée. Il ne s'agit pas d'avoir trouvé une fois une tension artérielle élevée et puis de décréter que son patient est hypertendu. Il faut vraiment avoir soit un retentissement cardiaque, soit un traitement. Un syndrome d'apnée du sommeil ou un trouble respiratoire sévère. Et j'insiste sur le syndrome d'apnée du sommeil sévère, puisque si on ne les dépiste pas en préopératoire, on a des risques anesthésiques, surtout en post-opératoire, et il convient de mettre en place une stratégie thérapeutique pour les appareiller au moins dans le mois qui précède, d'où l'intérêt de vraiment dépister ce type de comorbidité. Les maladies ostéo-articulaires invalidantes, souvent les patients arrivent par ce biais-là. Je pense que bon nombre de personnes ici présentes sont praticiens et souvent les gens sont amenés à consulter parce qu'ils ont des douleurs, des lumbagos, des lymbalgies, des douleurs au niveau des genoux et c'est souvent ça qui fait consulter le patient. Au niveau de la NASH, c'est vrai que nous on va faire des échographies systématiques et c'est pas simplement parce qu'on trouve une petite stéatose hépatique qu'on va considérer que le patient a une comorbidité. Il faut vraiment qu'il y ait une élévation des enzymes hépatiques pour qu'on le considère comme obésité compliquée. Et puis les ovaires polykystiques et l'infertilité, on en a parlé tout à l'heure avec Monsieur Sago, ça ne fait pas partie à part entière des critères de comorbidité qui vont amener à une opération. Mais je voulais quand même citer parce que c'est vrai que je travaille beaucoup avec Monsieur Sago et que si on a une patiente qui a 35-36 d'IMC, moi personnellement je pense préférable de la faire opérer si elle est dans un protocole de PMA plutôt que risquer une grossesse avec toutes les complications que cela peut poser si elle n'arrive pas à maigrir en pré-PMA. Mais on en reparlera tout à l'heure parce que j'ai un deuxième topo tout à l'heure et je vous reparlerai de la grossesse. Alors, bien entendu, on va s'orienter vers de la chirurgie uniquement quand on aura tout essayé d'un point de vue diététique. Il n'est pas question d'envisager une chirurgie bariatrique chez des gens qui n'auraient pas eu et bénéficié de régimes de prise en charge par une diététicienne, médecin nutritionniste. Et donc, on demande vraiment une prise en charge de 6 mois à 1 an médicale avant d'envisager une chirurgie. Et c'est uniquement en cas d'échec de cette prise en charge que l'on s'orientera vers la chirurgie. On va également demander une prise en charge psychologique, psychiatrique. Je ne vais pas insister plus sur ce versant-là, puisque mon collègue, le docteur Perdon, vous fera un topo sur la psychiatrie juste derrière moi. Il faut bien entendu que les patients soient informés, qu'ils aient compris l'intérêt d'un suivi, que les risques opératoires soient acceptables. Et actuellement, la sécurité sociale va rembourser les prises en charge chirurgicales uniquement chez les patients de moins de 65 ans. Alors, on a quelques patients de 66-67 ans chez qui on peut faire la demande et essayer de motiver les choses quand vraiment il y a de grosses comorbidités, une invalidité liée à une impotence fonctionnelle par rapport à un problème rhumatologique, orthopédique. Mais en général, on s'arrête à 65 ans. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur cette diapositive. Parce que je voulais vous transmettre mon vécu d'endocrinologue par rapport à l'échec de la prise en charge médicale.
Pourquoi? On a vu avec Madame Motet tout à l'heure, la diététicienne, que l'obésité était vraiment une maladie multifactorielle. Mais pourquoi on va se retrouver en échec par rapport à ces obèses? Pourquoi est-ce que la diététique ne marche pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Eh bien, la première chose, c'est mon petit bonhomme là. Je sais pas si bon, enfin, vous le voyez là-haut. Finalement, dans notre société, on va être entouré de choses très tentantes. Le régime, je ne sais pas, je pense que tout le monde a essayé de faire un régime. C'est très difficile de respecter quelque chose sur le long terme, de manière très longue. On arrive 2 jours, 3 jours à se restreindre, à faire attention, à manger des légumes, à manger équilibré, mais déjà sur le long terme, c'est très difficile. Parce qu'on va avoir une communion, on va avoir un mariage, on va avoir une fête de famille, un barbecue, et là on va craquer. Donc c'est très difficile de demander à nos patients obèses de jamais craquer. La deuxième chose, et là je voulais vraiment insister là-dessus, moi j'essaye au maximum de déculpabiliser mes patients, parce que les grands obèses ont une dépense énergétique qui est bien plus basse que la nôtre. À savoir, alors je reprends souvent l'exemple de la dépense calorique pour maintenir sa température à 37 degrés. Moi personnellement, je vais tout de suite avoir froid et je vais dépenser énormément de calories pour maintenir mon corps à 37 degrés. Alors que eux, ils ne vont pas dépenser de calories pour ça. Et quand on fait la somme de toutes les dépenses énergétiques au niveau activité physique, au niveau dépenses caloriques pour se chauffer, quand on fait l'ensemble de cette somme, eh bien on se rend compte qu'ils ont une dépense bien plus basse que la nôtre. Et souvent, je déculpabilise mes patients en leur expliquant que si dans une journée, ils mangent la même chose que moi, eh bien, moi, je ne vais pas grossir et c'est pas juste, eux, ils vont grossir en mangeant la même chose. Et je pense que c'est très important de les déculpabiliser parce que souvent, ils arrivent, plein de gens leur ont expliqué que, de toute façon, ils sont trop gros parce qu'ils mangent trop, parce qu'ils ne bougent pas assez, mais ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils ont mal partout, parce qu'ils ne peuvent pas faire de sport, parce que quand on fait 120 kilos, faire du sport, c'est compliqué. Et déjà, quand on les déculpabilise, eh bien déjà au niveau du rapport médecin-patient, déjà ça se passe mieux. Après, effectivement, il va falloir repérer les patients qui ont des compulsions alimentaires, des troubles du comportement alimentaire. Il y a certains troubles du comportement alimentaire comme la boulimie qu'il va falloir éliminer parce que on en parlera à la diapositive après, si on opère des gens qui sont boulimiques vrais, c'est-à-dire qu'ils se font vomir, ça ne marchera pas, ou c'est même dangereux. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre le rôle des hormones. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les hormones, mais simplement de la gréline. On a des cellules au fond de l'estomac qui fabriquent une hormone qui s'appelle la gréline, qui en fait est l'hormone de la quête de la nourriture, de la recherche de la nourriture. Et si on joue sur ces cellules, c'est-à-dire on les enlève, eh bien, on a un effet hormonal avec modification des goûts alimentaires, modification de la prise alimentaire. Et donc, c'est très important de comprendre ce phénomène satiété. Alors, les traumatismes, François Perdon en parlera, et puis le reste, on en a déjà parlé. Alors, les contre-indications formelles, c'est troubles cognitifs sévères, troubles mentaux sévères, troubles du comportement alimentaire, on vient d'en parler, les addictions et les maladies mettant en jeu le pronostic vital ou les contre-indications à une anesthésie générale. Il y a les contre-indications relatives, alors ça je ne vais vraiment pas détailler, il y a des maladies génétiques ou des pathologies comme les crânio-pharyngiomes qui peuvent être des indications. Bon, le Prader-Willi, je ne vous en parle pas, on en a déjà un peu touché un mot. Il va y avoir aussi des contre-indications selon la technique chirurgicale. Alors ça, je pense que les chirurgiens vont nous en parler tout à l'heure, c'est-à-dire selon la façon dont les gens vont manger, on ne va pas s'orienter vers le même type de technique chirurgicale. Et donc, un gros grignoteur, on va plutôt s'orienter vers un bypass. Quelqu'un qui est jeune, comme un adolescent, plutôt un anneau. Et alors, la grossesse, on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication actuelle, quelles que soient les techniques. Pareil, les gens qui sont très gros, au-dessus de 50 d'IMC, on va plutôt s'orienter vers une sleeve en première intention, mais ça, je pense que les chirurgiens en parleront. Les limites, c'est-à-dire les échecs de la chirurgie. Quand est-ce que ça ne marchera pas ? Ça ne marchera pas si on est gros grignoteur.
Quelqu'un qui mange toute la journée, eh bien, il arrivera à contourner les techniques chirurgicales. Pareil, les calories liquides. Quelqu'un qui boit des boissons sucrées toute la journée, il arrivera à contourner les techniques, puisque en général on réduit l'estomac. Si vous avez quelque chose de liquide, ça passe. Et donc il faut interroger ces patients au préalable, leur demander éventuellement de changer leur manière de manger avant la chirurgie, si on veut que ça marche. En conclusion, je vois Patrick qui est inquiet. En conclusion, ce que je voulais vous transmettre comme message, c'est que souvent on a du mal avec les régimes. Moi-même endocrinologue, souvent je trouve que la prise en charge médicale peut être un échec, que c'est pas facile. Par contre, la chirurgie, oui, pourquoi pas, mais après avoir éliminé les contre-indications et bien respecter les indications. Merci.